C'est ainsi que l'habilité émotionnelle du noir, l'intégration sous-corticale de l'arabe, la culpabilité quasi-générique du juif sont des données que l'on retrouve chez quelques écrivains contemporains. La monographie de John Causeuse, par exemple, patronnée par l'Organisation mondiale de la santé, fait état à partir d'arguments scientifiques d'une lobotomie physiologique du noir. Cela veut dire que le noir d'Afrique, normalement, est un désintégré, physiologiquement. C'est très important, parce qu'il est admis scientifiquement que lorsque, à la faveur de gros troubles de la sphère mentale, comme dans les psychoses ou dans les névroses obsessionnelles, on pratique une lobotomie. Donc, le monde sait que le malade européen qui est lobotomisé est un malade extrêmement amoindri. Eh bien, le noir, heureusement, peut échapper à cette lobotomie scientifique, puisque, normalement, il est lobotomisé. Bonsoir à tous, salam alaikum. J'ai l'honneur ce soir, alors d'abord je remercie le groupement des associations de Bagnolet d'organiser avec nous ce premier meeting post-présidentiel. C'est un honneur pour moi d'ouvrir ce meeting, puisque effectivement je pense que ici, à partir d'une banlieue française, c'est bien, après une élection comme on a connue hier, de pouvoir dès le départ, dès le lendemain, pouvoir faire émerger une parole politique, car nous, au pire, nous estimons qu'effectivement, il est important, voire crucial, d'élaborer une pensée politique de libération, et donc j'en suis très heureuse. Alors, une autre civilisation s'impose. Ça peut paraître extrêmement saugrenu, bizarre, incongru, de poser la question de la civilisation. Or, pour nous, du point de vue de ce qu'on appelle le nouvel indigénat, ça nous a semblé important de faire un bilan de la civilisation dans laquelle nous vivons et d'en faire une critique. Alors, j'espère qu'à l'issue de mon intervention, cette thématique de la civilisation, en tout cas cette thématique « Une autre civilisation s'impose », sera plus claire à la fois dans nos esprits et dans le vôtre, et j'espère que c'est le premier pas vers une vraie réflexion politique qui, j'espère, se développera dans les années à venir. Alors, j'interviens ce soir donc, au nom du Parti des indigènes de la République, et je commence par vous dire que ce soir, nous nous réjouissons de la défaite de Nicolas Sarkozy. Réjouissons de la défaite d'un président dont le Premier ministre a déclaré il y a quelques mois que toutes les civilisations ne se valaient pas. Nous nous réjouissons de la défaite de l'homme du discours de Dakar. L'homme qui avait déclaré avec toute l'arrogance qui le caractérise que l'homme africain n'était pas rentré dans l'histoire. L'homme qui nous a insultés de racailles, l'homme qui avait promis de nous carcériser. L'homme de l'interminable succession des lois discriminatoires, anti-immigrés et islamophobes. L'homme qui considéra, il y a quelques semaines, que la viande halal était le premier sujet de préoccupation des Français. L'homme, enfin, de la persécution sans relâche des sans-papiers. Ce soir, nous sommes soulagés. Ce soir, nous sommes heureux. Un autre président vient d'être élu. Il est socialiste. Nous ne lui faisons aucune confiance. Enfant de la colonisation, enfant d'immigrés, enfant des quartiers, notre histoire et notre présent nous prouvent que jamais nous n'avons pu compter sur les socialistes. La défaite de Sarkozy ne peut pas nous faire oublier le passé colonialiste du parti de François Hollande. Nous ne pouvons oublier l'acharnement des différents pouvoirs socialistes contre les tentatives d'organisation politique des immigrés et de leurs enfants. Nous ne pouvons pas oublier sa complicité active dans l'adoption des lois sécuritaires, islamophobes et liberticides. Nous ne pouvons pas oublier son application éhontée dans le système de la France-Afrique. Nous ne pouvons pas oublier son attachement
à Israël et à sa sécurité. Aux uns et aux autres, nous ne pardonnons pas leur contribution active à la théorie du choc des civilisations. C'est pourquoi cette soirée est symbolique, et ce, à plus d'un titre. Elle est symbolique parce que, comme l'a dit Brahim tout à l'heure, le 7 mai, au lendemain de l'élection présidentielle, nous sommes aujourd'hui au lendemain de l'élection présidentielle. Cela signifie pour nous que la bataille politique commence dès maintenant. Nous n'attendrons pas la veille des prochaines élections locales ou nationales pour nous mettre en branle. Forts de notre conscience militante, nous affirmons ainsi notre détermination à prendre notre destin en main et ne pas nous décharger sur la bonne volonté, les déclarations de principe ou les promesses de ceux qui nous gouvernent sur le plan local, national ou international. Nous affirmons notre volonté de construire une organisation politique et de nous autonomiser. Elle est symbolique parce qu'elle a lieu à Bagnolet, dans une banlieue populaire qui, comme les autres, n'a pas échappé aux dites émeutes de 2005. Une banlieue ignorée de la campagne présidentielle, mais pourtant bien présente par l'accumulation de toutes les formes de misère qui s'y déploient. Misère sociale, chômage endémique, ségrégation spatiale, sociale et raciale. Violence policière, système éducatif précaire. C'est là où vivent les classes populaires, y compris de souche. C'est là où vivent les populations issues d'Afrique, du monde arabo-musulman, des Antilles ou encore d'Asie, souvent montrées du doigt, stigmatisées pour ce qu'elles sont, leurs identités, leur culture et leurs croyances. Cette soirée est symbolique car c'est le 7 mai. Et le 7 mai, c'est aussi l'anniversaire d'une grande victoire anticoloniale. Celle, comme l'a dit Valérie tout à l'heure, de Dien Bien Phu, le 7 mai 1954. La France coloniale connaît alors l'une de ses plus grandes défaites, qui est par contre la victoire du peuple vietnamien contre un système colonial inique, et qui est par conséquent la victoire de nous tous, ici, du moins je l'espère. Cette soirée est symbolique car elle a lieu en 2012, 50 ans après l'indépendance de l'Algérie, 50 ans après les indépendances africaines. Un cinquantenaire que nous devons fêter avec tout le respect et tous les égards que nous devons aux Chouhada, aux martyrs des luttes de l'indépendance, mais que nous devons analyser de manière critique et lucide face à ce que nous sommes bien obligés de considérer comme des indépendances confisquées par les pouvoirs locaux, complices d'un système colonial et impérial qui n'a jamais disparu, qui certes a reçu des coups, mais qui a su se métamorphoser pour mieux survivre. Le processus révolutionnaire qui s'est enclenché dans le monde arabe avec le dégagement du dictateur Ben Ali et qui se poursuit avec toutes les difficultés que l'on connaît est le signe que l'espoir est toujours permis, mais que nous ne sommes pas au bout de nos peines. Nous allons encore devoir compter nos morts, consoler les orphelins et sécher les larmes des vivants. Cette soirée est symbolique car elle a lieu à un moment crucial de l'histoire de l'Occident. Nous connaissons une crise économique sans précédent qui touche en particulier l'Europe et les États-Unis. Nous sommes probablement en train de vivre un tournant dans l'histoire de l'humanité depuis que l'Occident domine. Nous assistons à l'émergence de nouveaux pôles économiques, politiques et militaires comme la Chine, l'Inde ou le Brésil. Une nouvelle géographie des pouvoirs se dessine. C'est le début de la fin de l'hégémonie occidentale. Penser de nouvelles alternatives politiques à l'échelle mondiale ne peut pas se faire sans intégrer ces nouveaux paramètres, même lorsque l'on pense la politique à partir de Bagnolet. Car si les couches moyennes européennes sont globalement toutes touchées par la crise, qu'en est-il des habitants des quartiers les plus pauvres des périphéries occidentales? Nous sommes sans doute les premiers concernés par cette crise. Et s'il nous est apparu aujourd'hui, 7 mai 2012, à la croisée de toutes ces symboliques que je viens de décrire, nécessaire et impératif de poser la question de la civilisation, c'est que cette civilisation, qui fait la fierté de M. Guéant, nous en sommes les premières victimes, du moins à l'intérieur des frontières de l'Europe. Cette civilisation, elle est en nous. Elle est ici à Bagnolet.
Un truc aussi banal que le contrôle au faciès. Je dis bien au faciès, à la tête des humains, en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leurs origines, en fonction de qui est basané et qui ne l'est pas. C'est l'une des caractéristiques de cette civilisation dans sa plus extrême banalité, celle de hiérarchiser racialement. C'est le signe, les contrôles au faciès, de la survivance du code noir et du code de l'indigénat, abolis pourtant depuis longtemps. C'est le signe de l'existence des races sociales qui ont été construites dans l'histoire politique et juridique de l'Europe et qui font que ces codes fonctionnent encore dans le cerveau des policiers. Cette civilisation, elle est en nous. Elle est présente dans le mépris qu'affichent les autorités politiques, l'éducation nationale, pour les langues et cultures des populations vivant en banlieue, qui, comme les Africains, ne sont pas réputés rentrer dans l'histoire, et donc pas assez dignes pour être reconnus et enseignés. Cette civilisation, elle est présente dans l'hostilité obsessionnelle de l'islam et ses expressions dans la société française. Elle est présente dans l'ingérence humanitaire, comme elle est présente dans les discours qui justifient la guerre en Irak ou les interventions militaires en Libye. Cette civilisation, elle est présente au cœur du monde arabe. Là-bas, elle a un nom, elle s'appelle Israël. Cette civilisation existe depuis 400 ans. Son acte de naissance fut le génocide des Indiens d'Amérique. Sa mission s'est poursuivie avec la traite négrière, qui fut dans les faits une déportation de plusieurs millions d'Africains et la mort de plusieurs millions d'autres. La colonisation du monde, la destruction, voire la disparition de sociétés entières et les guerres fratricides à l'intérieur des frontières européennes qui ont causé des millions de morts durant les 2 guerres dites mondiales et qui furent le théâtre du génocide des Juifs, des Tziganes et tant d'autres. Cette civilisation poursuit son œuvre en Irak, en Afghanistan. Sa folie la dirige actuellement contre l'Iran. Cette civilisation existe depuis 400 ans. Elle s'appelle la modernité occidentale. La France est l'un des principaux acteurs de cette civilisation, même si l'acteur est fatigué et vieillissant. Bagnolet appartient à cette civilisation. Dans cette civilisation, nous y sommes intégrés. Nous y sommes intégrés jusqu'au cou. Paradoxalement, reproche nous est fait de ne pas être intégrés. Pas suffisamment du moins. Intégrez-vous. C'est un impératif. C'est un ordre. C'est une injonction. Et à cet ordre, nous devons obéir. Nous devons nous exécuter. Nous devons obtempérer. Nous devons nous soumettre sans discuter. Mais nous intégrer à quoi exactement? Quel est le nom dit de l'injection à l'intégration? Quel est l'angle mort de cette question? Je me hasarde peut-être, mais il me semble que ce que l'on exige de nous, c'est de renoncer à nous-mêmes. C'est de renoncer à nos formes de résistance. Lorsqu'on nous dit l'islam n'a pas fait son aggiornamento, c'est une religion du passé qui doit se réformer pour s'adapter à la modernité. On ne nous dit rien d'autre que cela. L'islam doit se soumettre à la civilisation occidentale, à ses normes, à son économie capitaliste. L'islam doit se vider de lui-même. L'islam doit devenir blanc. L'islam doit s'intégrer. Certes, nous résistons du mieux que nous pouvons, mais nous résistons avec des ambivalences. Car cette civilisation, tous les jours, nous la plébiscitons. Tous les jours, nous la chérissons. Tous les jours, nous la renouvelons. Tous les jours, nous assurons sa survie. La vérité, c'est que nous sommes fascinés par cette civilisation. Souvent, lorsqu'on est musulman, nous préférons nous revendiquer de la grande civilisation arabo-andalouse, seule capable de rivaliser avec la grandeur supposée de la civilisation occidentale, plutôt que d'avouer que nos parents viennent d'un petit Doha des Aurès ou du Rif. Souvent, lorsque nous sommes d'Afrique noire, nous préférons ancrer notre histoire dans l'époque des pharaons, civilisation reconnue par les Occidentaux, plutôt que d'avouer que nous venons d'un petit village inconnu du Mali. Souvent, nous préférons les très
et très prétentieux gratte-ciel du Qatar qui veulent rivaliser avec ceux de New York plutôt que ceux de Sanaa au Yémen, ancestraux. Nous allons chercher dans le Coran la preuve de l'atome pour prouver à quel point nous sommes modernes, pour prouver à quel point nous avons même précédé les Occidentaux dans la mise au point de la bombe nucléaire. Puisque sans l'atome, point de bombe nucléaire, et sans bombe nucléaire, point d'Hiroshima. Au pire, nous avons un slogan auquel nous sommes très attachés et qui est « Non à l'intégration par le jambon ». Personnellement, je l'aime beaucoup. Il signifie que nous tenons à nous-mêmes. Il signifie que nous tenons à ce qui nous reste de notre histoire et de nos traditions. Je dis bien ce qui nous reste, car une grande partie de nous-mêmes a disparu dans l'intégration. Une intégration qui n'a pas commencé en France dans les années 60, mais à l'époque coloniale où l'ensemble de nos pays ont été intégrés dans un grand projet économique et civilisationnel dirigé par les forces occidentales. Et bien ce slogan que j'aime beaucoup, il est très faible. Très faible. Parce qu'on pourrait effectivement résister à l'intégration par le jambon, et nous le faisons. C'est ce qu'il y a de plus facile. On peut préserver certains modes de vie, fréquenter la mosquée, faire ses 5 prières, respecter ses obligations morales et religieuses, et dans le même temps, accepter à être complice de la chasse aux sans-papiers, éprouver du mépris pour les derniers arrivés. Ça aussi, c'est de l'intégration. 50 ans après l'indépendance de l'Algérie, alors que Le Pen n'a jamais regretté son usage de la torture, alors que Ossarès est toujours vivant et qu'il a avoué le crime de l'Arbi Ben Midi, il s'est trouvé des musulmans pour faire la campagne de Marine Le Pen. Il s'est trouvé des musulmans pour justifier que l'on ferme la forteresse européenne et que l'on expulse les sans-papiers. Ces musulmans-là, indigènes comme nous, sont la pointe la plus avancée de notre intégration. Outre le caractère misérable de ces positions, il est certain que ces évolutions en notre sein révèlent une profonde corruption de notre âme, à peine 50 ans après les indépendances africaines. Il ne tient qu'à nous de poursuivre, ou pas, cette intégration dans cette civilisation. Je voudrais conclure par une observation de notre ami Ramon Grossfogel, ici présent, professeur à Berkeley, mais pas seulement, militant décolonial. Il nous adopte à adopter le point de vue des Indiens d'Amérique. Les gauches européennes, anticapitalistes, ont tendance à penser que c'est le système capitaliste qui a déferlé sur le monde en 1492, lorsque l'Amérique a, entre guillemets, été découverte. Et ces gauches européennes expliquent le monde à partir de ce qu'ils appellent l'expansion capitaliste à partir de l'Europe. Ramon Grossfogel nous dit non. Il faut adopter le point de vue des Indiens d'Amérique. Lorsque les Indiens d'Amérique ont vu débarquer les Européens, ce n'est pas le seul capitalisme qu'ils ont vu arriver. Ils n'ont pas vu simplement arriver un système économique. Ils ont vu déferler sur eux un système de valeurs, une nouvelle religion, des armes nouvelles, plus destructrices que celles qu'ils connaissaient, des langues qui allaient supplanter les leurs. Ce qui leur est tombé sur la tête, ce n'est pas le seul capitalisme, c'est-à-dire un système économique. C'est une civilisation. C'est la raison pour laquelle, ce soir, nous ne disons pas, comme les altermondialistes avec lesquels par ailleurs nous pouvons être amis, un autre monde est possible, mais nous disons, avec, je l'espère, la bienveillance des Indiens d'Amérique, une autre civilisation s'impose. Je vous remercie.